À l'automne 1529, le destin de l'Europe tout entière tenait entre les murs d'une seule cité. De l'Est avançait un empire fort de 100 000 hommes, ses bannières noires comme l'orage, ses canons faisant trembler la terre. Ils avaient déjà écrasé des royaumes, incendié des villes, anéanti des armées. À présent, ils marchaient vers le cœur même de la chrétienté, vers Vienne. Si la ville venait à tomber, il n'y aurait plus d'Allemagne, plus d'Italie, plus d'Europe telle que nous la connaissons. Mais derrière ces remparts se tenaient des paysans, des artisans et des soldats, prêts à affronter la tempête. Et dans cette tempête, le monde allait changer à jamais. La route vers Vienne commença 3 ans plus tôt, en 1526. Elle ne débuta pas par un triomphe, mais par un désastre. Sur les plaines du royaume de Hongrie, près d'une petite ville nommée Mohacs, dans l'actuelle Hongrie, 2 armées se faisaient leur face sous un ciel d'été lourd et menaçant. D'un côté se tenait le fier mais déclinant royaume hongrois, des chevaliers en armures étincelantes, des bannières ornées de saints, et une foi inébranlable que Dieu les protégerait. De l'autre, la machine irrésistible de l'Empire ottoman. Des dizaines de milliers de soldats, formés depuis l'enfance à obéir, à combattre, à vaincre. La bataille ne dura que 2 heures. Lorsque la pluie commença à tomber, tout était déjà terminé. L'armée hongroise n'existait plus, taillée en pièces, dispersée, noyée dans les marais de la plaine du Danube. Leur roi, Louis II de Hongrie, à peine âgé de 20 ans, mourut en tentant de fuir à travers un ruisseau en crue. Sa couronne fut retrouvée quelques jours plus tard, flottant dans la boue. Ce moment changea tout. La Hongrie cessa d'exister comme royaume. Une grande porte vers l'Europe centrale venait d'être enfoncée. Depuis l'Est, l'Empire ottoman avançait, telle une marée montante. Son souverain, Soliman le Magnifique, jeune, confiant, déjà légendaire, avait conquis Belgrade, aujourd'hui capitale de la Serbie. Il avait écrasé les chevaliers de Rhodes, la forteresse grecque autrefois gardée par l'ordre de Saint-Jean. Et désormais, il régnait sur un empire s'étendant des déserts d'Arabie jusqu'aux montagnes des Balkans. Pour lui, Vienne n'était pas qu'une ville, c'était la clé de l'Europe. Le pont entre l'Est et l'Ouest, entre l'islam et la chrétienté, entre empire et empire. Soliman croyait que le destin l'appelait. S'il parvenait à prendre Vienne, le reste de l'Europe pourrait s'effondrer morceau après morceau. Alors, il commença à planifier. À l'ouest, la réaction fut la panique. La famille des Habsbourg, la puissante dynastie autrichienne, vit clairement ce qui s'annonçait. L'empereur Charles Quint régnait sur un immense domaine, de l'Espagne jusqu'au Nouveau Monde. Mais il était loin. À Vienne, son frère Ferdinand devait accomplir l'impossible, défendre la ville avec les maigres moyens dont il disposait. Des lettres volèrent à travers le continent, des messages urgents, désespérés, scellés de cire et de crainte. Certains suppliaient d'envoyer des soldats, d'autres de l'or, et beaucoup, simplement des prières. Les prêtres avertissaient leurs fidèles de se repentir. Les nobles murmuraient sur la fin des temps. Les marchands emballaient leurs biens et fuyaient vers l'ouest. Le monde entier semblait retenir son souffle. Pour la première fois, on eut le sentiment que le centre de la chrétienté pouvait réellement tomber. Pendant ce temps, à Istanbul, les forges rugissaient, les canons étaient main fondus, les chevaux ferrés, les grains entassés en montagnes de sacs. L'armée se rassemblait en rangs sans fin, 60 000 janissaires, l'infanterie d'élite ottomane, vêtue de blanc, et 50 000 sipahis cuirassés, la redoutable cavalerie lourde de l'Empire. Derrière eux marchait un ingénieur, sapeur, cuisinier et artisan, une cité en mouvement de plus de 100 000 âmes. Même les serviteurs et jardiniers personnels du sultan suivaient, car les Ottomans emportèrent leur monde avec eux. Et lorsque les neiges fondirent, au printemps 1529, Soliman donna l'ordre. Les tambours résonnèrent dans les rues d'Istanbul. La grande armée entama sa marche vers le nord, à travers les Balkans, en direction du cœur de l'Europe. Leur destination était claire, leur but simple.
Ils venaient pour Vienne. Au printemps 1529, quand l'armée ottomane commença sa marche, le sol était encore détrempé par la fonte des neiges. Depuis Istanbul, la longue colonne d'hommes et d'animaux s'étirait à perte de vue. Les armures étincelaient, les bannières claquaient dans le vent froid, et le battement régulier des tambours de guerre résonnait dans les vallées. Ce n'était pas une simple armée, c'était un empire en mouvement. Derrière les soldats suivaient forgerons, cuisiniers, ingénieurs et des milliers de gens de camp, familles, marchands, même des musiciens. Chaque division portait ses propres vivres, car Soliman savait que, pour conquérir l'Europe, il lui faudrait non seulement des soldats, mais de l'ordre. Mais la terre elle-même se dressa contre lui. Les pluies de printemps transformèrent les routes en rivières de boue. Les chariots s'enfonçaient jusqu'aux essieux. Les bœufs se noyaient en tentant de tirer les grands canons de bronze à travers les plaines inondées. Des hommes glissaient, tombaient et disparaissaient dans la vase. Lorsque l'armée eut franchi les Balkans, des centaines de chevaux étaient nés morts, et beaucoup de ces énormes canons durent être abandonnés dans les marécages. Pourtant, ils continuaient d'avancer. À travers la Bulgarie, puis la Hongrie, ils progressaient comme une ombre qui avalait la terre. Les villages se vidaient avant leur arrivée. Des colonnes de fumée montèrent des fermes. Personne ne savait si c'était par peur ou par le feu. Aucun roi, aucune armée, aucune muraille ne pouvait résister à une telle force. Soliman chevauchait en tête de son hoste, calme et silencieux. Il portait une armure simple d'acier sombre, mais sa bannière, un croissant d'or sur soie écarlate, brillait au-dessus de toutes les autres. À ses côtés montaient ses vizirs, ses généraux aguerris par des années de conquête. Ils tenaient des cartes, des rapports et des listes de villes déjà promises à la chute. À mesure que l'armée avançait plus profondément en Europe centrale, le temps empirait. La pluie froide fouettait les colonnes. Les rivières débordaient. Les vivres pourrissaient dans les chariots. Même la puissante machine de guerre ottomane commença à ralentir, engloutie par la même boue qui, 3 ans plus tôt, avait avalé les défenseurs de la Hongrie. La nuit, les soldats dressaient de grands feux le long du Danube. Leurs tambours battaient doucement sous la pluie et leurs prières se mêlaient au vent. Ils ne marchaient plus seulement, ils enduraient. À Vienne, la nouvelle de l'invasion se répandit comme le tonnerre. Les éclaireurs rapportaient des villages incendiés, des ponts détruits. Les habitants travaillaient jour et nuit pour se préparer. Les murs furent renforcés, les portes consolidées de fer, les fossés dégagés, des barils de poudre furent mis en place. Chaque homme valide fut appelé à défendre les remparts. À l'intérieur de la cité, la panique et la foi se disputaient chaque cœur. Les églises étaient pleines, les arsenaux aussi. Femmes et enfants portaient des pierres jusqu'aux murailles. Les prêtres parcouraient les remparts, crucifix levés, bénissant chaque canon. Tous savaient que la tempête approchait et qu'elle serait sans égale, depuis les jours de Rome. À l'intérieur des murs de Vienne, la cité se préparait à affronter la tempête. Personne ne savait exactement quand les Ottomans arriveraient, seulement qu'ils arrivaient. Chaque grondement au loin pouvait être le tonnerre ou les tambours. L'homme en commandement était le comte Niklas von Salms, un général chevronné, âgé de près de 70 ans. Son visage portait les traces de décennies de guerre, mais son esprit restait aussi affûté qu'une lame. À ses côtés se tenait Wilhelm von Roggendorf, autre vétéran des campagnes des Habsbourg. Ensemble, ils commandaient à peine 20 000 défenseurs, soldats, bourgeois et volontaires venus d'ailleurs, contre un ennemi 5 fois plus nombreux. Les fortifications de Vienne étaient anciennes, construites pour un temps où les canons n'existaient pas encore. Alors, le peuple transforma sa ville en forteresse. On creusa la terre des jardins pour dresser de nouveaux remparts. Des maisons de pierre furent abattues pour renforcer les murs. Chaque cloche d'église fut fondue en balles. Les femmes portaient des paniers de terre, les enfants des pierres. Les prêtres bénissèrent les barricades. Au début de l'automne, la ville entière semblait devenue un seul être vivant, un seul défenseur qui respirait.
La nourriture fut rationnée, les puits nettoyés, chaque tour avait son guetteur, chaque porte son garde. La nuit, les citoyens dormaient en armure. Tous savaient qu'une fois le siège commencé, aucune aide ne viendrait. L'armée de secours la plus proche était encore en Allemagne, à plusieurs semaines de marche, et les routes seraient bientôt coupées par les éclaireurs ottomans. Au-delà des murs, l'horizon rougissait là où les villages brûlaient. Des foules de réfugiés affluaient dans la ville. Paysans, moines, artisans, portant ce qu'ils avaient pu sauver. Les portes se fermèrent derrière les derniers. Dès lors, Vienne était seule. Puis un matin gris de la fin septembre, les collines se mirent à bouger. L'avant-garde ottomane apparut, des lignes de cavalerie franchissant les crêtes, leurs armures étincelant comme des écailles sous la lumière blafarde. Derrière eux s'avançaient d'interminables colonnes d'infanterie, des canons de siège traînés par des bœufs et des bannières claquant dans le vent froid. L'air vibrait au rythme de leurs tambours. Du haut des murs, les défenseurs apercevaient les tentes dorées du sultan s'élevant dans la vallée comme une cité de soie. Un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. La puissance de l'Orient, dressée face au cœur de l'Europe. Le comte Salm se tenait sur les remparts, son manteau battant dans le vent. « Qu'ils viennent !» dit-il calmement. « Cette ville n'est pas faite de pierre, elle est faite d'hommes. » Et lorsque le soleil disparut derrière les tours de l'Ouest, le premier coup de canon retentit. Le siège de Vienne venait de commencer. Le premier coup de canon fit trembler la ville, comme un coup de tonnerre. Les pierres éclatèrent, les vitres se fendirent, et le peuple de Vienne comprit que la tempête qu'il redoutait depuis des semaines était enfin là. Jour après jour, l'artillerie ottomane rugissait. Leurs immenses canons, certains pesant plus de 10 tonnes, projetaient des boulets de fer contre les murs. Chaque impact faisait trembler le sol, soulevait la poussière et secouait les cœurs. Pourtant, lorsque la fumée retombait, les défenseurs étaient toujours là, couverts de suie, blessés mais vivants. Les janissaires, l'infanterie d'élite du sultan, creusaient des tranchées toujours plus proches des murs, rampant dans la boue et la pluie, sous un feu constant. La cavalerie sipahi encerclait la ville, coupant chaque route, chaque espoir de fuite. Derrière eux, les ingénieurs œuvraient comme des démons, bâtissant ponts, tours de siège et tunnels sous la terre pour y déposer des barils de poudre. Ils voulaient briser Vienne, par le haut et par le bas. À l'intérieur de la vie devint un rythme de tonnerre et de prière. On dormait en armure, on mangeait dans l'ombre, on se battait parmi les ruines. Quand un mur se fissurait, on le bouchait de terre. Quand une porte cédait, on la renforçait avec les poutres de sa propre maison. Les femmes portaient des pierres jusqu'aux remparts. Les enfants apportaient de l'eau aux blessés. Les cloches de Vienne étaient désormais muettes, fondues en boulets de canon. Les défenseurs se battaient avec un courage désespéré. La nuit, ils glissaient par des tunnels secrets et attaquaient les camps ottomans. Ils mettaient le feu aux tentes, volaient la poudre. Plus d'une fois, ils découvrirent des mines creusées sous la ville, remplies d'explosifs. Bravant l'obscurité, ils les inondaient avant que la mèche ne soit allumée. Chaque fois qu'ils y parvenaient, le sol tremblait, et une catastrophe était évitée de justesse. Le siège s'éternisait dans la pluie froide et la fumée sans fin. Des milliers d'hommes moururent des deux côtés, non seulement par le fer, mais par la faim et la maladie. L'odeur de la mort planait sur les camps, comme un brouillard. Même la puissante armée ottomane commença à souffrir. Les vivres manquaient, les chevaux mourèrent de faim, les hommes s'effondraient dans la boue, leurs armures rouillant là où ils tombaient. Et pourtant, les tambours ne s'arrêtèrent jamais. Chaque aube, de nouvelles attaques éclataient, des vagues de janissaires escaladant les murs, échelles et torches à la main. Ils hurlaient le nom de Dieu et tombaient par centaines, fauchés par les balles et les flèches. Pour chaque homme tombé, un autre prenait sa place. Mais Vienne tint bon. La cité saignait, brûlait, tremblait, mais ne tombait pas.
Puis une nuit du début d'octobre, une tempête balaya les plaines. La pluie se déversa en torrent, inonda les tranchées, éteignit les feux. Les tentes s'effondrèrent, les canons s'enfoncèrent dans la boue. L'armée venue comme une marée se retrouvait noyée dans sa propre inondation. Soliman observait depuis son pavillon, le visage impassible. Il avait déjà brisé des royaumes, Rhodes, Belgrade, Moax, mais ici, la pierre refusait de céder. Il regarda vers la ville, où quelques lumières vacillaient encore derrière les murs meurtris. Vienne était blessée, mais vivante, et le sultan le savait. À la mi-octobre, la pluie ne s'arrêtait plus. Les vents froids balayaient les plaines, arrachant les tentes, étouffant les feux. Ce qui avait commencé comme une fière invasion s'enfonçait maintenant dans la boue. Dans le camp ottoman, la maladie se propageait plus vite que les ordres. Des milliers de soldats tombaient malades. Les chevaux mourèrent de faim. Les chariots se brisaient. La nourriture pourrissait. Les hommes étaient épuisés, trempés, affamés, transis, mais le sultan refusait de battre en retraite. Il était venu pour écraser Vienne, et son orgueil ne lui permettait pas de reculer. Les janissaires continuaient d'attaquer, assaut après assaut. Leurs tambours résonnaient dans la tempête, tandis qu'ils dressaient leurs échelles contre les murs. Les fusils crachaient des éclairs dans la nuit. Les canons tonnaient comme le ciel lui-même. Pour chaque brèche ouverte, les défenseurs la refermaient avant l'aube. Chaque nuit, les tranchées se remplissaient de morts, mais ils revenaient encore. À l'intérieur de la ville, les défenseurs n'allaient guère mieux. Il manquait de vivres et de poudre. Beaucoup étaient blessés, et chaque homme sur les murs avait perdu un ami. Mais le comte Niklas von Salms refusa de céder. Il marchait sur les remparts, même sous le feu, criant à ses hommes « Vienne n'appartient pas à la terre, mais à ceux qui se tiennent debout sur elle. » Son courage tenait la cité en vie. Chaque fois que les canons grondaient, les hommes trouvaient en eux une force insoupçonnée. Quand l'un tombait, un autre montait prendre sa place. Quand les janissaires franchissaient tôt les murs, les citoyens eux-mêmes prenaient les armes, marchands avec des pics, prêtres avec des épées, et femmes lançant l'eau bouillante, les pierres et même le feu. La lutte devint une folie. On combattait corps à corps parmi les ruines, glissant dans la boue, étouffant dans la fumée. L'air tout entier n'était plus qu'une tempête de cris et d'acier. Mais dans ce chaos, le cœur de Vienne brûlait plus fort que jamais. Puis un matin, le ciel changea. La pluie cessa peu à peu, et un soleil pâle perça les nuages. Les éclaireurs revinrent avec une nouvelle, la première lueur d'espoir depuis des semaines. Une armée de secours venue d'Allemagne marchait vers le sud. Elle était encore loin, mais ses bannières avaient été aperçues près du Danube. Soliman apprit la nouvelle lui aussi. Il resta longtemps silencieux dans sa tente. Il savait que ses hommes mouraient plus vite que les murs ne s'effondraient. La saison touchait à sa fin. L'hiver arrivait sur l'Europe, et aucune armée ne pouvait survivre au froid sans vivre. Le sultan ordonna une dernière canonnade, un rugissement de fureur qui fit trembler la terre. Pendant 3 jours, les canons tirèrent sans relâche. Puis quand le soleil se leva sur le 4e matin, les grands tambours se turent. Dans l'aube brumeuse qui suivit, les habitants de Vienne regardèrent depuis les remparts et virent l'incroyable. Les tentes étaient démontées, les feux s'éteignaient. L'armée venue pour les anéantir était en train de partir. Soliman avait ordonné la retraite. Le siège était terminé. Il n'avait pas été vaincu par le combat, mais par le temps, le climat et la volonté indomptable d'une ville qui refusait de mourir. Quand la fumée se dissipa et que le dernier battement de tambour s'éteignit, les champs autour de Vienne retombèrent dans le silence. Là où 100 000 hommes avaient campé, il ne restait plus que la boue, des chariots brisés et les bannières déchirées de l'Empire. La pluie avait effacé les traces de la plus puissante armée de la terre. À l'intérieur de la ville, les cloches sonnèrent de nouveau. Pour la première fois depuis des semaines, les hommes pleuraient à découvert dans les rues. Les femmes priaient au pied des murs qu'elles avaient elles-mêmes construits. Les enfants, qui autrefois portaient des pierres, portaient maintenant des drapeaux.
Vienne était marquée, brûlée, à moitié en ruine, mais vivante. Les défenseurs avaient affronté la plus grande puissance de leur temps et tenu bon. Ils s'étaient dressés face au sultan qui n'avait jamais connu la défaite, et ils l'avaient arrêté. Les murs de Vienne étaient devenus les murs de l'Europe. Pour l'Empire ottoman, la retraite de Vienne jeta une ombre sur sa gloire. Soliman le Magnifique rentra à Istanbul, toujours roi, toujours conquérant, mais plus invincible. Il combattrait encore et il vaincrait encore. Mais le rêve de conquérir l'Occident commença à s'effacer. L'empire qu'il dirigeait survivrait encore des siècles, mais son sommet était resté dans la boue des plaines de Vienne. Pour l'Europe, la victoire devint légende. Les poètes l'appelèrent un miracle, les prêtres, la justice divine. Et pendant des générations, les parents racontèrent à leurs enfants que lorsque les murs de Vienne tinrent bon, c'est toute l'Europe qui tint avec eux. Mais au-delà de la foi et de l'orgueil, quelque chose de plus profond subsistait. Le siège avait montré au monde que les empires pouvaient saigner, que la foi pouvait unir des étrangers et que le courage pouvait retenir, ne serait-ce qu'un instant, le flot de l'histoire. Depuis cet automne de 1529, l'équilibre du monde commença à basculer. Jamais plus les Ottomans ne s'avanceraient aussi loin dans le cœur de l'Europe. Vienne se relèverait, reconstruite, plus forte qu'avant. Et à travers les siècles, l'écho de cette résistance résonnerait encore. Chaque fois que des hommes, face à l'impossible, choisiraient malgré tout de se battre. Car parfois, l'histoire n'est pas écrite par ceux qui conquièrent, mais par ceux qui refusent de tomber.